le cairn de Petit-Mont, c'est un site mégalithique, donc situé au cœur de cet espace naturel sensible. En fait, il a été utilisé à plusieurs périodes de la préhistoire et de l'histoire, ce qui en fait sa grande particularité, puisque c'est un site qui a été utilisé durant la période néolithique en tant que site funéraire. En revanche, pour accéder à ces chambres, on a des traces d'autres périodes. Donc on a d'abord la période antique, gallo-romaine. Dans cette chambre funéraire extérieure, on a retrouvé des statuettes de Vénus gallo-romaine, on a retrouvé des pièces de monnaie et on a notamment une gravure caractéristique de cette époque. C'est une architecture de pierre sèche. Pour autant, il y a du béton qui en ressort, donc ça peut paraître assez énigmatique, mais c'est parce que ce site a été également utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, nous avons un bout du mur de l'Atlantique qui apparaît à travers ces pierres sèches. Donc pour aller visiter l'autre chambre funéraire, en fait, nous devons traverser 2 bunkers de la Seconde Guerre mondiale pour y accéder. Donc pourquoi cet enchevêtrement d'époque? Parce que justement, nous sommes situés sur un point stratégique face à l'océan. On peut observer l'océan, on peut être vu depuis la mer et il y a certainement aussi un lien cosmogonique puisque plus on est élevé, plus on est en lien avec les cieux. Ce patrimoine 20e siècle, mur de l'Atlantique, Seconde Guerre mondiale, c'était pas forcément présenté, expliqué, mis en avant. On a fait ce choix aussi d'avoir une salle dédiée à cela. C'est important aussi de considérer que c'est aussi un patrimoine 20e et que si on peut réfléchir aussi sur le sens des choses, parce que finalement visiter ces sites, c'est un peu philosopher. Mais enfin voilà, transmettre le patrimoine, c'est aussi justement s'interroger, se questionner sur l'utilisation, les usages qu'on a de notre patrimoine et de notre histoire, et éviter que certaines choses se répètent. Bon, très bien. Après ce petit film digestif et préparatif, on va reprendre sur cette table ronde qui va porter sur l'action. Donc, on va passer de la recherche à des actions qui sont... je suis ravi d'accueillir 4 intervenants qui vont vous parler d'actions à différentes échelles, depuis le niveau national jusqu'au niveau local. Donc je vais commencer par donner la parole à Monsieur Olivry. Donc vous êtes aujourd'hui, vous êtes tout jeune retraité, vous êtes aujourd'hui bénévole à la Fondation du patrimoine, après avoir été directeur régional du Conservatoire du littoral, une fonction dans laquelle vous avez contribué à la rénovation de phares, de forts, etc. Donc, je pense que vous pourrez vous baser aussi sur l'ensemble de cette expérience, mais est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous faites aujourd'hui dans le cadre de la Fondation du patrimoine et du pacte citoyen que vous avez évoqué? C'est la régie qui ouvre, je crois, ouais, c'est ça. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. Effectivement, donc, oui, c'est un peu dans le prolongement de mon action. Effectivement, à la Fondation du patrimoine, ils recrutent, d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, on recrute toujours des bénévoles. Hein, donc, on en a à peu près une centaine en Bretagne, plus d'1 millier en France, hein, donc qui participent effectivement à la préservation du patrimoine, hein, puisque la vocation, effectivement, de la Fondation, c'est
générer en fait des partenariats pour protéger le patrimoine au sens large. Et donc c'est le premier acteur national de la générosité en faveur du patrimoine. Donc, puisque une des mesures principales, c'est les appels à dons, justement, que conduit effectivement la Fondation du patrimoine. C'est pour ça que j'évoquais un nouveau pacte citoyen, puisque ce qui est particulier dans l'action de la Fondation du patrimoine, c'est de solliciter justement la générosité du public pour pouvoir conduire en fait à la préservation du patrimoine au sens large. Et ça marche plutôt bien dans la plupart des territoires. Donc, en France, il y a des milliers d'appels à dons. On en a plus de 300 actuellement en Bretagne. Donc, on lance des appels à dons. Alors, on connaît beaucoup plus sur les églises, les chapelles, les manoirs, les fontaines, des objets qui sont l'objet d'une très forte appropriation par les habitants, mais on le développe de plus en plus maintenant sur des espaces naturels. Actuellement, on a des appels à dons pour sauvegarder les amphibiens dans les landes de Lamballe. On a un appel aux dons, par exemple, pour le Conservatoire botanique de Brest pour la sauvegarde d'un herbier ancien. Et donc, c'est des dispositifs qui permettent de générer en fait une très forte émulation auprès du public, tout d'un coup, qui s'approprie le patrimoine. Et c'est peut-être là un enjeu intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on considère toujours, et d'ailleurs ça fait le lien avec votre exposé précédent, ça reste une action publique, mais en fait on fait appel fortement donc à du mécénat privé, à des particuliers, et donc en fait, moi je le découvre à la Fondation du patrimoine, mais c'est intéressant, c'est un petit peu moins habituel dans le domaine de l'environnement et des milieux naturels, mais le monde de la culture, depuis très longtemps, en fait, travaille plutôt facilement avec des mécènes, avec du partenariat privé pour pouvoir conduire justement des projets publics de préservation du patrimoine. Alors, la Fondation, donc, un outil principal qui est l'appel aux dons. Le deuxième, c'est le label. Donc, on donne des labels pour différents projets. Les labels permettent notamment à des particuliers d'obtenir parfois des réductions d'impôts. Le troisième, c'est les appels à projets. Donc actuellement, on a plusieurs appels à projets. On vient même d'en conduire un récemment avec la région Bretagne sur l'éco-rénovation et la biodiversité. Ensuite, c'est les fonds impact, c'est des fonds propres à la Fondation du patrimoine, puisque la Fondation du patrimoine est bénéficiaire depuis l'État de toutes les successions en déshérence, en fait, des successions qui n'ont pas d'héritier. En fait, les fonds arrivent à la Fondation du patrimoine. Donc, la Fondation a aussi des fonds propres. Beaucoup de mécénat. Donc, la Fondation génère en fait un grand nombre de mécènes autour d'elle. Et puis, le dernier que vous connaissez plus, parce que c'est très médiatisé, c'est l'Auto du patrimoine. Et l'Auto du patrimoine en Bretagne, alors, il a un succès fou sur le patrimoine maritime. C'est marrant parce que quand on remonte les dossiers au niveau national pour l'Auto du patrimoine, systématiquement, c'est le patrimoine maritime qui ressort. J'ai listé les derniers lauréats, Fort Cigogne au Glénan, le phare et comment dirait la caserne de l'île aux Moines aux Sept-Îles, la cité d'Alette à Saint-Malo, la glacière d'Étel, il y a eu le sémaphore de Guidel, et cette année, donc, ça a été le phare du Petit Minou à Plouzané. Donc vous voyez pratiquement systématiquement le site emblématique du loto du patrimoine. C'est important, c'est des montants de l'ordre de 300 à 400 000 euros par projet. Donc vous voyez des montants assez importants. Et la Bretagne, à chaque fois qu'on remonte différents projets, c'est l'image de la Bretagne, c'est le patrimoine maritime qui ressort. Donc, et puis là, donc, parallèlement, donc, on continue d'appuyer différents projets. Donc actuellement, on aide la restauration du phare du Millier, donc au Cap Sizun. Mais également le sémaphore du Petit Grognon à Groix. Donc il y a plusieurs projets comme ça qui sont en cours avec d'autres dispositifs ou du mécénat. Et puis on intervient aussi beaucoup sur le patrimoine maritime naturel cette fois-ci. Donc je citerai par exemple les marais de Kerdual à la Trinité-sur-Mer qui ont été financés, la restauration par la Fondation, mais également le marais de Kerdef à l'Armor-Plage ou les landes littorales de Pleumeur. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont soutenus par la Fondation du patrimoine. Très bien. Alors, moi, je voulais vous demander, vous avez parlé pas mal de phares, de sémaphores, qui sont déjà... Alors, ça m'a frappé un peu ce matin de voir sur Tatiou là, tous les classements, etc. Nous, dans le patrimoine
dont on parle dans le Golfe, c'est beaucoup de choses qui ne sont pas du tout classées, pas du tout protégées et qui sont plutôt de petite taille. Est-ce que vous soutenez aussi des projets sur du patrimoine plus modeste, on va dire ? Oui, oui, c'est même ce qui est recherché. En fait, on a souvent des problèmes. On a tendance souvent à faire ressortir du patrimoine classé. Mais en fait, la Fondation est plus performante sur le patrimoine non classé, puisque l'avantage du patrimoine classé, c'est qu'il est déjà aidé et soutenu par l'État, et notamment la DRAC. Et donc, la Fondation essaye justement de se développer plus sur le patrimoine non classé, le patrimoine vernaculaire. Mais on a parlé aussi du patrimoine mobilier, parfois du savoir-faire aussi. On aide aussi ce qu'on appelle les petites mains, donc des métiers du bâtiment, qui sont assez rares. Hein. Donc récemment, on a aidé des gens qui restaurent en fait les horloges des gares, des anciennes gares. Vous voyez, et c'est un savoir-faire qui existe en Bretagne et uniquement en Bretagne. Donc on essaye de dénicher aussi ces petits métiers du bâtiment, de la restauration, qui auraient tendance à disparaître sinon. Donc effectivement, c'est vraiment d'être au plus près des gens, hein, parce que l'idée, c'est de nouveau d'avoir ce pacte citoyen, c'est-à-dire au plus près des habitants qui tout d'un coup s'approprient en fait cette restauration du patrimoine de proximité. D'accord, très bien. Je poursuis avec une autre question sur le pacte citoyen. En fait, donc les citoyens donnent, ça, voilà, on comprend. Est-ce que vous essayez de voir comment ils contribuent aussi à l'action quand elle est soutenue ? Oui, alors beaucoup de projets sont déjà portés par des associations et notamment tout ce qui est appel à dons. La plupart du temps, c'est animé par les collectivités, mais souvent il y a une association en appui qui, elle, dynamise en fait l'appel aux dons. D'ailleurs, on ne lance des appels aux dons que quand on est sûr qu'il y a une surface sociale suffisante pour que l'appel aux dons puisse fonctionner. Donc la plupart du temps, avant même de lancer l'appel aux dons, on a vu déjà qu'il y avait différentes structures capables d'animer cet appel aux dons. Sinon, ça ne marche pas. En fait, au bout de 2 ou 3 ans, on a à peine récolté 1 000 euros. En fait, ça ne fonctionne pas. Et là, actuellement, on a des appels aux dons qui dépassent les 300 000 euros. Donc on a... Alors, sachant que ces appels aux dons génèrent aussi du mécénat, bien sûr du mécénat populaire, mais aussi du mécénat d'entreprise. On a parfois des entreprises qui, tout d'un coup, s'associent au dispositif et donc reprennent. Donc ça a été le cas sur des petites maisons ostréicoles pour lesquelles on a eu des aides tout d'un coup qui sont arrivées en plus lors de l'appel aux dons. Donc c'est des dispositifs qui marchent assez bien. Et donc, une fois que les gens ont donné, ils ont le sentiment d'être copropriétaires, ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, du bâtiment restauré ou de l'espace naturel restauré, ce qui garantit derrière, en fait, c'est la question sur laquelle vous avez conclu tout à l'heure avec la tour en question, le devenir et la vie future de l'objet, hein, puisque tout le monde s'est impliqué et de fait, ça apporte quand même des garanties sur la fonctionnalité du site, son usage et son entretien dans le temps. D'accord. Alors une dernière question de ma part, en fait, sur vous avez parlé d'éco-rénovation, sur les initiatives qu'on a étudiées. Il y a ici dans le Golfe, notamment à Ténéraux et la cabane de l'Angle, il y a eu beaucoup d'innovations ou d'expérimentation architecturale, on va dire, sur les matériaux, notamment par rapport à la perspective de montée du niveau de la mer. De façon à avoir des matériaux biodégradables, avec de l'architecture de collecte, des trucs qui sont faits avec des vases, avec des tuiles avec de la poudre d'huître. Qu'est-ce que vous appelez éco-rénovation ? Est-ce que vous voyez apparaître aussi de l'expérimentation de ce type ? Oui, on a même, donc j'évoquais tout à l'heure le programme qu'on a développé avec la région Bretagne et Brest Biodiversité sur justement l'éco-rénovation et la biodiversité, mais la Fondation du patrimoine a un programme spécifique également sur l'éco-rénovation qui tente à promouvoir en fait les écomatériaux, les matériaux biosourcés, le réemploi, et donc c'est pour nous même maintenant une priorité, hein, donc de travailler là-dessus. Donc là, on a primé des projets qui utilisent le chaux-chanvre, le miscanthus, terre-paille, le liège, en fait, différents matériaux qu'on trouve, le chanvre, le lin. Donc, on retrouve, on essaye plutôt de conserver, en fait, des savoir-faire qui allaient disparaître autour de ces matériaux. Parfois, et même souvent, on arrive à atteindre les performances énergétiques qu'on trouve sur des bâtiments neufs, hein, avec ces écomatériaux, et donc en utilisant en plus des ressources locales. Et donc, en plus, en Bretagne, on a véritablement des savoir-faire et on a aussi des possibilités de remettre en place
place des cultures qui sinon auraient disparu. Et donc ça, c'est un point important pour nous. Et puis, on essaye aussi de faire systématiquement des diagnostics biodiversité sur le bâtiment ancien pour que ces restaurations aussi permettent de maintenir, voire développer les espèces animales ou végétales présentes dans le bâti. Et donc c'est aussi une des priorités maintenant sur nos projets, c'est-à-dire de faire en sorte, parce que dans le bâtiment ancien, souvent abandonné, la faune et la flore se sont développées en l'absence d'usage d'activité, en fait. Et donc c'est important aussi de respecter le vivant dans toutes ses dimensions, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Je propose peut-être de prendre une ou deux questions. Essayer de garder un temps de questions pour la fin. Est-ce que quelqu'un a une question pressante ou on gardera pour la fin? Voilà, très bien. Donc, je vais passer la parole alors aux enfants. Donc, vous êtes urbaniste. Et en fait, c'est au service d'une collectivité que vous avez été amené d'abord à travailler sur la protection d'un quartier patrimonial. Ça vous a posé certaines questions. Et à partir de là, vous avez fait un doctorat dans une optique de recherche-action. Donc ça ressemble quand même singulièrement à la démarche de notre projet. Effectivement, on se pose des questions et puis on va vers la recherche pour essayer de trouver des réponses. Alors ça vous a amené à intervenir auprès d'un réseau de communes littorales bretonnes avec des projets d'aménagement variés, mettant en valeur leur bâti d'intérêt patrimonial, dans une optique d'aménagement durable des littoraux. Donc l'idée, c'était d'encourager aussi des modes de revitalisation sur des bases culturelles. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur certaines de ces expériences, nous dire ce qu'il en ressort? Voilà, est-ce que vous en retenez pour de futures actions? Il y a une présentation aussi, j'ai peut-être... Donc effectivement, je viens un peu en témoin de cette démarche de recherche-action et de poursuite aujourd'hui dans le cadre du réseau port d'intérêt patrimonial de l'ensemble des projets. En fait, on est là pour accompagner des maires et des communes littorales bretonnes dans leur réflexion qui portent aujourd'hui sur leur devenir maritime, sur leur politique publique, sur leur projet de territoire. En fait, on s'est rendu compte dans le cadre de... Hop. Non, je pense que je n'ai pas pris un bon sens. On s'est rendu compte effectivement au sein du laboratoire de l'Observatoire des patrimoines maritimes culturels qui était situé à l'UBO avec les chercheurs qui menaient avec nous cette recherche-action, que les maires en fait, des communes littorales étaient assez isolés en fait, dans leur approche et dans leur discussion autour de leur patrimoine maritime bâti. Souvent, en fait, dans le cadre de rénovation, de restauration, ils n'avaient pas toujours les moyens d'agir et ils n'étaient pas toujours écoutés au sein des comités d'agglo ou des comités de communes qui étaient plutôt de majorité rurale, littorale ou urbaine. Et finalement, ils ont eu besoin de se constituer un réseau en fait, de maires pour pouvoir dialoguer ensemble et aller... en fait, échanger les bonnes pratiques et chercher un petit peu des solutions ensemble, quoi. Un petit peu à l'équivalent du réseau Broudet d'aujourd'hui qui existe aussi en Bretagne sur d'autres savoir-faire. Et donc, le réseau est né de cette envie de travailler ensemble sans bien formaliser les choses. Et au sein de l'UBO, on avait du coup développé en fait une méthodologie de travail qui aujourd'hui est inscrite aussi dans le cadre de l'inventaire en région sur qualifier le patrimoine maritime bâti. On est des géographes, donc c'est vrai que pour nous, l'idée de définir un objet, c'était avant tout d'en faire un peu une typologie. Donc on a classé tous les objets qui étaient nés et construits en lien avec la mer. Puis, donc c'est ce que vous avez abordé ce matin, je ne vais pas revenir dessus, mais surtout ce qui compte dans le patrimoine maritime bâti, c'est de le spatialiser. En fait, on ne construit pas un élément maritime à n'importe quel endroit, en fait. On a toujours une réflexion à mener. Les anciens l'avaient. Quand on construit une cale, un quai, une digue, même une remise de pêche, on va penser à l'endroit clé, en fait, par rapport au mouvement de la mer, par rapport à la météo. Donc, nous, il était important d'avoir une approche aussi spatiale de l'objet que l'on étudiait. Et c'est vrai que du coup, est arrivé très vite l'intérêt d'avoir des expertises de territoire et de mener avec les élus, surtout, je dirais, une réflexion autour de comment on peut intégrer ces éléments du patrimoine, parce qu'il y avait une vraie intention de
protéger ces éléments-là, pour pouvoir les inscrire et faire en sorte que les générations futures puissent comprendre l'identité et l'histoire de leur commune. Mais pas que ça, c'était aussi comment lui redonner vie, en fait. Un patrimoine, classiquement, c'est aussi quelque chose qui est remis dans le circuit, je dirais, du quotidien, quoi. On va le défendre, mais on va le réutiliser, le réinscrire dans une histoire. Et c'était la difficulté, en fait, des élus de se retrouver face à un inventaire souvent exhaustif et de se dire par où je commence, quoi. Donc, on a un petit peu accompagné ces réflexions dans le cadre du réseau pour d'intérêt patrimonial, et je voudrais du coup juste vous présenter 3 exemples. Il y en a beaucoup, mais voilà, des exemples qui sont peut-être intéressants parce que ils ont des aspects très différents en termes de prise en compte du patrimoine maritime dans le cadre des politiques publiques ou des projets de territoire. On va commencer du coup par la commune de Landéda, qui se situe dans le Nord Finistère, qui est une commune qui est assez touchante parce qu'en fait, elle subit un isolement, je dirais, relatif par rapport à sa situation terrestre, puisqu'on est vraiment comme dans une presqu'île. On se situe sur une commune qui est très étendue. On a 1098 hectares. On a énormément d'îlots qui appartiennent à la commune. Donc, l'île aux Saisons, on va retrouver Guignoc, Tariec, enfin... il y a eu effectivement une géographie très particulière et une identité du coup maritime originale qui en découle. On est situé entre les 2 abers, la Berbenois, la Bervrac, donc on a une extrême maritimité en fait de ce territoire-là. Et c'était pas évident au départ pour les élus de comprendre l'ampleur, ou en tout cas l'ensemble assez vaste des héritages maritimes bâtis dont ils avaient la charge. Et petit à petit, via un inventaire et une collecte de mémoire, ils se sont rendus compte que finalement, les nouveaux arrivants donc leur commune était redevenue attractive. Depuis le Covid, il y a eu énormément de nouvelles populations qui étaient arrivées et qui étaient en demande de comprendre en fait cette histoire-là. Et ils se rendaient compte aussi que les anciens finissaient par disparaître et qu'il était important de recréer du lien finalement entre les nouvelles populations arrivant et les jeunes et également les anciens qui avaient cette connaissance-là. Donc, mis à part cette dynamique qui était engagée sur l'inventaire, ils se sont dit finalement ça crée du lien. Et ils ont décidé, donc on les a accompagnés, à créer une feuille de route autour de toutes les petites actions sur l'ensemble des éléments qui étaient repérés. Donc on va retrouver une chapelle, on avait aussi des fouilles archéologiques sur l'île de Guignoc, on avait également la restauration du bateau du patrimoine, on pouvait avoir aussi la requalification du port de la Bervrac et donc de son front portuaire urbain. Enfin, le patrimoine a des facettes très diverses et du coup, en fait, ils ont commencé à égrener tout ça dans une feuille de route en se disant... dans les 5 prochaines années, on va mettre un petit budget en place et on va surtout créer de l'animation autour de ça. Donc, ils ont considéré leur patrimoine maritime bâti comme étant la colonne vertébrale, en fait, de leur politique locale et qu'ils ont essayé de mener au mieux avec les habitants. Et donc, c'était assez touchant de voir le résultat aujourd'hui après, du coup, 2 labels et une démarche qui est bien menée. Je voulais vous montrer en fait sur cette diapo surtout les outils. Les élus ont besoin d'avoir des feuilles de route. C'est pas des choses toujours évidentes quand on a un inventaire très exhaustif et des souhaits qui portent sur des objets du patrimoine aussi divers et variés qu'un sémaphore, une chapelle, des fouilles archéologiques, un petit quai ou un mur ancien de défendre contre la mer. Mais du coup, de mettre en place des feuilles de route et des outils qui permettent un suivi en fait, de la démarche, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, l'équipe municipale qui porte le projet de départ, elle ne fait peut-être qu'un mandat. Et comment on fait en sorte qu'il y ait un suivi, puisque là, on parle d'aménagement et de développement durable. On est dans une action qui va durer, qui va être inscrite sur le long terme. Donc, si on n'a pas des outils qui peuvent se coller en fait
à une démarche de commune et à une démarche de territoire, c'est un peu compliqué. Donc c'est là qu'en fait nous on intervient aussi en tant que chercheurs, c'est que voilà, on essaye de construire l'outil adapté à inscrire en fait cette politique dans la durée. Autre projet également, on avait dû intervenir, et là peut-être que ça vous parlera un peu plus, sur le port du Guildo. En fait, c'était à l'initiative des 2 maires de Saint-Caux-le-Guildo et de Créhin qui partagent en fait un objet patrimonial en commun, c'est le petit port du Guildo. Alors, je ne sais pas si certains connaissent. En fait, ce petit port, il s'est retrouvé en fait au cœur d'une réflexion parce qu'il y a une friche, une ancienne cimenterie de 5 hectares qui se situe juste en contrebas de ce petit port, de ce front portuaire très bien préservé. Il est classé, c'est un très bel endroit, mais un peu endormi. Il se situe pas loin du pont qui permet le franchissement en fait, des 2 rives de l'Arguenon. Il est dans un méandre, on le voit peu en fait, et surtout il est un petit peu écrasé par le château du Guildo qui lui est vraiment mis en avant. Et finalement, c'est par le biais d'une réflexion autour d'une friche, de cette ancienne cimenterie qui a été l'occasion d'un rachat par la commune, qu'un projet a été esquissé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si le projet, parce qu'on cherche surtout des partenariats, quand on parle de projet, on cherche des partenaires financiers. Donc je ne sais pas, il devait être inscrit dans le CRTE, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc les contrats de relance pour la transition énergétique. Et en fait, c'est des contrats passés avec l'État pour pouvoir obtenir des financements spécifiques sur un lieu. Et là, on avait en réflexion justement d'inscrire non pas uniquement un projet de friche à réhabiliter, mais c'était de revitaliser finalement l'ensemble. Donc il y avait le port, il y avait le franchissement et il y avait cette fameuse friche qui était une opportunité de réflexion et d'inscrire ça dans le cadre aussi de la protection de l'Arguenon qui est un endroit assez magique. On est sur un méandre qui est fluvio-maritime puisqu'on est juste au point de franchissement entre les eaux douces et les eaux salées. Et justement, il y avait une richesse écologique sur cet Arguenon qui nécessitait quand même d'avoir une réflexion sur comment ça s'est développé, pourquoi ça s'est développé en termes d'activité portuaire à cet endroit-là et quel est l'objectif en fait d'avenir pour cet espace-là. Donc il fallait y appliquer un projet raisonné, pas forcément y remettre de l'industrie, mais avoir quelque chose de plus modéré. Donc finalement, le patrimoine maritime ici a été un outil de réflexion. En fait, ça a permis de comprendre comment le site s'était développé dans l'histoire, se poser les bonnes questions d'un constat actuel, puisqu'aujourd'hui le constat c'était le franchissement, la départementale écrase le tout. Il y avait besoin de revaloriser, peut-être de repositionner le port du Guildo comme un trait d'union entre 2 communes qui enfin allaient pouvoir dialoguer. Et c'est vrai que si l'élément patrimonial n'était pas intervenu dans le cadre de la réflexion, on pouvait passer à côté justement de cette notion de trait d'union et on aurait pu imaginer juste le Guildo comme un franchissement, une étape où finalement on passe à côté et on ne se pose pas la question du devenir d'un petit site qui a été finalement par le passé un haut lieu de l'activité maritime, en tout cas des Côtes-d'Armor, et qui nécessitait aujourd'hui une réflexion pour pouvoir de nouveau devenir un lieu d'activité maritime qui s'était un petit peu endormi, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le temps pour vous présenter le troisième projet. Très vite, parce que je trouve que c'est... Voilà, c'est très, très frustrant souvent. On a des beaux projets et quand le temps est trop court, on a envie d'en dire beaucoup. Mais en fait, l'essentiel étant qu'il faut comprendre que voilà, l'élément du patrimoine, une fois qu'on l'a repéré, qu'on l'a inventorié, il faut quand même s'outiller pour pouvoir l'adosser en fait à un projet de territoire. Et le dernier projet, c'était peut-être le plus intéressant en termes de revitalisation de territoire, c'est celui d'Audierne, parce qu'aujourd'hui, après une démarche bien engagée depuis plus de 10 ans,
la commune nouvelle d'Audierne-Esquibien avait souhaité engager un projet autour de réaménagement de ces espaces publics, parce qu'on oublie dans l'espace public parfois que le port en fait est au cœur de l'espace public, et finalement le port était rendu à un simple parking de voitures. On ne voyait à peine plus les bateaux, il n'y avait plus d'échanges non plus dans les espaces publics entre les gens parce que la circulation automobile avait pris le pas sur l'ensemble des espaces. Et finalement, dans le cadre d'un projet de réaménagement des espaces publics, ils ont tiré le fil un petit peu plus loin et ils se sont dit, bon, bah, finalement, le patrimoine maritime qui est au cœur de notre projet de placette de public, on va aller l'étirer pour en faire finalement un vrai projet de revitalisation de la commune nouvelle, ce qui a donné lieu aujourd'hui, dans le cadre des petites villes de demain, peut-être des projets que vous connaissez, à la valorisation d'éléments du patrimoine. Donc on parlait tout à l'heure des lotos et de la mission de Stéphane Bern. Le Mafenou a fait partie du coup des heureux lauréats, mais bien en amont, il y a eu une démarche d'inventaire, il y a eu une mobilisation des acteurs, il y a eu un classement aussi au titre des monuments historiques. Donc finalement, au bout de 10 ans, on voit une belle opération récompensée par un loto et un mécénat, et ça fait plaisir. Mais on oublie en fait toute la démarche par laquelle il a fallu passer pour arriver finalement à de très beaux résultats. Et mis à part du mécénat, il y a d'autres façons de faire aussi du patrimoine. Et une idée toute originale, c'est dans le cadre de l'OPARU, qui est l'opération de programmation de revitalisation urbaine, qui est à court dans le centre ancien d'Audierne. On a également des maisons qui sont cédées pour 1 euro symbolique. Voilà. Mais par contre, ce sont des cessions avec cahier de charge. On a des maisons anciennes d'armateurs ou de commerçants qui sont dans un état dégradé, voire abandonné. Et finalement, juste de labelliser ou de dire qu'on attire l'œil, on symbolise un petit peu l'action en disant c'est du patrimoine, mais on n'a pas les moyens toujours de restaurer. On fait appel finalement à des gens qui ont envie de s'engager dans des gros chantiers de restauration, et il y en a. Et en plus, c'est pour loger des gens à l'année. Donc, ça peut être aussi un contrat gagnant-gagnant. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'avais une petite question sur le... Alors, j'ai trouvé super l'idée de trait d'union, et y compris de trait d'union entre populations. Quand on a fait des entretiens, là, on nous a parlé souvent de populations, nouveaux arrivants qui n'ont pas les mêmes attentes que les anciens. Est-ce que le patrimoine, dans les cas que vous avez évoqués, notamment dans le premier cas ou le deuxième, je sais, le premier cas, je crois. Ouais. Est-ce que c'est un bon support pour créer du lien, faire communauté autour de ce patrimoine ? C'est un excellent support, surtout alors, en termes de rapprochement des générations. Dans le cadre de la démarche de l'Andeda, il y a eu un atelier de mémoire, de collecte de mémoire dans l'EHPAD. Donc les anciens se sont livrés. Ça a permis aussi de la cohésion sociale et de la santé. Il y avait des questions aussi de remettre un peu les anciens au cœur d'une démarche. Et les scolaires sont venus aussi à ces ateliers de mémoire, et il y a eu de nombreux échanges. Alors au début, la commune fait une tentative, elle dit voilà, on organise 1 ou 2 ateliers et dans un cadre, je dirais, dans un cadre d'action publique. Puis finalement, les gens, ils sont tellement intéressés qu'en dehors du cadre, ils se retrouvent aussi. Alors il y a des animations dans des cafés, il y a des rencontres au restaurant, il y a des parrainages. Alors il y a des anciens dont les jeunes ont envie de les retrouver, donc ils vont prendre rendez-vous avec les familles, revenir régulièrement, donner un coup de main ou visiter la personne. Et finalement, en parlant de l'histoire des lieux et du patrimoine, il y a des gens qui se remettent en lien, en fait. Il y a des générations qui se remettent à la discussion les uns avec les autres, et c'est très riche. Dans le cadre aussi de la restauration de la chapelle des Dunes Sainte-Marguerite, donc c'est l'architecte du patrimoine Mélanie Villette qui a œuvré, et c'est vraiment un très 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 beau travail. Et en fait, il y avait des sculptures sur la charpente, en fait, et c'était des sculptures d'animaux marins.
Et en fait, il a fallu changer cette charpente-là. Et quand il a fallu remettre la charpente, on a demandé aux écoles de dessiner les animaux marins qui souhaitaient de nouveau inscrire et voir inscrits sur les charpentes de la chapelle Sainte-Marguerite. Et du coup, il y a eu un travail, un échange aussi entre les architectes et puis les menuisiers et les scolaires, quoi. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça crée du lien un peu technique. Ça peut mettre des vocations aussi en route. Et voilà. Donc quand ça crée du lien, bon, il y a beaucoup d'autres exemples, mais ça en fait partie. Merci. Donc je propose de poursuivre et puis on prendra toutes les questions à la fin du coup. Donc Madame Le Cossois, voilà, vous allez nous parler aussi du patrimoine dans les questions de revitalisation de territoire. Alors vous intervenez à partir d'un parcours diversifié, fait à la fois d'engagement citoyen, vous avez été élu. Vous étiez élue ancienne adjointe au maire à la ville de Rochefort. Maintenant, vous êtes fonctionnaire territorial, toujours dans le domaine du patrimoine. Donc, l'idée, c'est que vous... Non, mais je vous le dirai après. D'accord. Donc, vous allez prendre un peu de recul par rapport à l'ensemble de ces expériences qui se situent donc pas ici, plutôt dans l'estuaire de la Gironde et à Rochefort et en Charente. Maritime. Voilà. Voilà. Donc, je voudrais vous inviter à revenir sur ces expériences et sur ce qu'elles nous apprennent, ce qu'elles peuvent nous enseigner d'utile pour l'action de tous ici. Merci en tous les cas pour votre invitation. Je voulais saluer le représentant de la Fondation du patrimoine, parce que certes, vous ne vous appelez pas Duralex pour avoir soulevé 19 millions d'euros en 5 heures sur un appel au fonds, mais on connaît votre travail et le travail de la Fondation, bien évidemment, depuis très très longtemps. Alors il y a un fil conducteur quand même dans les présentations que j'ai suivies depuis ce matin, c'est que même si les projets sont différents, il semble tout de même qu'il y ait... pas des recettes, mais du moins, quand on prend les choses du bon côté avec la dynamique qui va bien, en mettant les acteurs autour de la table, on s'aperçoit tout de même que ça marche quand même plutôt bien. Même si ça prend du temps, bien évidemment. Alors moi, je vais commencer par un très très court préambule. Je vous présenterai 3-4 figures. Alors vous avez souligné, je suis fonctionnaire territorial, pas dédié au patrimoine, et je l'étais en même temps que j'étais élue. Je rassemble 20 ans d'expérience dans le monde privé, entreprise privée, les pollueurs, j'en suis désolée, mais je me suis reconvertie depuis 20 ans effectivement dans la fonction publique territoriale et en tant qu'élue. Je commencerai par un très court préambule pour vous dire que c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui un goût assez prégnant du simple. C'est un peu dans l'air du temps. Il faut qu'on raccourcisse les délais, il faut qu'on raccourcisse les prises de décision. Il traduit, à mon sens, souvent un refus de la pensée et de la réflexion. En fait, depuis Socrate, on sait que réfléchir, ça dérange. Il faut interroger les certitudes, remettre en cause les évidences. Et ça a toujours paru déstabilisant. Et c'est peut-être là que ça devient intéressant. C'est quand on est déstabilisé. Mais surtout que lorsque ça touche aux traditions culturelles et patrimoniales, alors là, on tombe dans des débats émotionnels qui parfois peuvent altérer la décision de l'élu que j'étais, ou de la décision publique, parce que l'élu va se sentir un peu obligé de répondre à une urgence émotionnelle autrement que celle de l'accident de parcours dans sa commune, etc. Donc moi, je vais vous parler de 3 cas de figure que j'ai piloté en tant qu'élu, mais pas toute seule, et puis un plus largement, parce qu'il faut quand même que je fasse plaisir à Morgane. Le premier dossier dont je vais vous entretenir, c'est à la fois la restauration de la maison de Pierre Loti, inscrit dans le cadre de la revitalisation par rapport à son PSMV. Rochefort, 25 000 habitants, 66 000 habitants à l'échelle du bassin de vie. Une ville qui se retrouve entre La Rochelle, Saintes, sur le plan géographique, sur le plan de son situation géographique,
dans la courbe du fleuve Charente, donc un estuaire, ville royale voulue par Louis XIV, bassin de la marine royale, au départ, marine nationale, port des grandes expéditions, premier espace où la marine a construit et expérimenté le premier sous-marin, le scaphandre, l'aéronaval, je vous en passe des meilleurs. La ville maritime avait jusqu'en 2006 la marine. Rochefort avait la marine jusqu'en 2006. Le débat émotionnel concernant le départ de la marine a été assez émouvant. Mais ça reste une ville qu'on dit maritime, alors que la mer est effectivement extrêmement loin, y compris maritime de par la représentation de cet écrivain qui était Pierre Loti, officier de marine, qui a été un des premiers académiciens à vivre de sa plume, mais toutefois qui avait une maison dans la ville qui a fermé en 2012, puisqu'elle était extrêmement fragilisée de par sa construction, de par les mouvements de terrain, puisque la ville de Rochefort est construite sur des états sableux extrêmement fragilisés, avec des réminiscences parfois d'inondation par capillarité et de par l'utilisation dans ces constructions du sable marin. Vous voyez, on a tout. Voilà, il y avait toutes les difficultés sur ce sujet-là. Et la question de la restauration de la maison de Pierre Loti, elle est venue s'inscrire dans un premier temps parce que c'était à la fois une maison qui, dans la mémoire des Rochefortais, mais pas que, à l'échelle internationale également, était la maison de tous les imaginaires et de tous les fantastiques, mais également parce qu'elle s'inscrivait dans un espace protégé avec un quartier qui, bon an, mal an, s'abîmait, se détériorait. Et c'est à cette occasion qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais sur les 3 dossiers dont je vais vous parler, c'est juste le petit grain de sable qui est venu s'inviter à un moment donné qui a provoqué l'accélération. Nous sommes élus en 2014, 2016, baisse des dotations de l'État, plein de sujets où en fait les communes se retrouvent un peu en difficulté. Moi, ma maison de Pierre Loti, le maire, il me dit « Florence, là, ça va pas aller ». D'autant qu'il y avait une grosse complexité, c'est que la maison de Pierre Loti, c'est 4 maisons, mais qu'une seule est classée par le ministère. Donc sur la restauration, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que la ville prenait tout le reste. Il s'est trouvé qu'à la faveur d'un, on va dire, un accident, le plafond de la mosquée, qui est une des plus belles salles, enfin, pas pour moi, mais pour l'ensemble des gens, c'est la plus belle salle. Le plafond syrien, il y en avait 2 en Europe, enfin, il y en avait 2 au monde qui restaient. Il en reste plus que... Non, il y en avait 3. Il n'en reste plus que 2 maintenant, puisque la Syrie a été complètement bombardée et il n'y a plus de traces de ce travail de la main. Un trou dans le plafond de la mosquée. Plus le fait que la maison s'ouvrait en fait sur la façade et risquait de s'écrouler. À ce moment-là, voilà, un concours de circonstances qui amène une urgence, de nouvelles élections, la mission patrimoine lancée par le président de la République, le loto du patrimoine par Stéphane Bern, et un grand monsieur que je voudrais quand même saluer, qui s'appelle quand même Philippe Bellaval, qui est l'ancien président des Centres des Monuments Nationaux et conseiller principal auprès du président de la République sur la culture, qui accompagne le projet et fait de la maison de Pierre Loti, dans le cadre de la revitalisation urbaine. Donc là, je replace bien le sujet dans le sujet. Un tout petit objet qu'est la maison de Pierre Loti, qui, si on avait monté le dossier tout seul, sans embarquer la population avec nous et l'ensemble des collectivités territoriales que sont le département, la région et puis l'État, bien évidemment, n'aurait pas vu le jour. Ça a permis la revitalisation du quartier. Les habitants qui, bon an, mal an, attendaient de savoir s'ils allaient refaire leur façade ou réaménager leur jardin sur la base de jardins potagers en développement durable, en environnement, se sont saisis de l'affaire, ce qui a permis à la puissance publique de venir accompagner cette revitalisation de tout un quartier qui correspond en fait à 150 habitations
autour de la maison de Pierre Loti et de créer un réseau de visites en lien avec le musée Èbre de Saint-Clément, musée de France, le théâtre de la Coupe d'Or, scène conventionnée nationale, et le musée de la Marine, parce que, eh oui, nous avons le musée de la Marine, Port de Rochefort, également chez nous. Le deuxième sujet que je voulais compléter, on monte dans la strate, c'est à l'échelle de l'agglomération de Rochefort-Océan, où là, nous avons candidaté à un projet européen qui s'appelle Europan 15, puisqu'il ne vous aura pas échappé que la ville de Rochefort et sa communauté d'agglomération, dans la boucle de la Charente, a sensiblement les mêmes, les mêmes enjeux que le territoire que vous nous présentez dans le golfe du Morbihan, à savoir les risques d'inondation, sociologiquement un appel d'air de tout le monde veut venir au bord de la mer. Donc nous avons connu une augmentation de population absolument exponentielle en Charente-Maritime. Je crois que de mémoire, on a plus de 10% d'augmentation d'habitants, ce qui occasionne évidemment d'autres questionnements. Et nous avons poursuivi notre réflexion toujours à l'échelle du bassin de vie, toujours pour le fait d'accompagner nos concitoyens sur la manière dont ils habitent leur espace, dont ils y travaillent et la manière dont ils y vivent dans leurs pratiques sportives, de loisirs ou associatives. Et donc là, nous avons réfléchi à comment appréhender la montée des eaux, en particulier les activités produites et productives situées sur la rive. Mais également, comment faire dialoguer la ville industrielle, la ville habitée et le paysage. Puisque nous étions dans une déshérence de population sur la ville de Rochefort, avec des gens qui se positionnaient sur la ville de La Rochelle ou sur la bande littorale qu'est notamment Royan, toute la côte sauvage avec Saint-Palais, Royan, et puis en descendant un petit peu. Et donc, en fait, sur ces questions-là, nous avons travaillé sur 3 réponses. L'économie circulaire, l'urbanisme résilient et puis la nature. Et en fait, les 3 nous ont invités à reconsidérer l'environnement naturel et urbain comme compatible avec la proximité de l'eau. 3 minutes, il me reste. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit de très intéressant, et en tous les cas, ça a conduit l'ensemble de ces projets-là, c'était de faire sauter les règles. On y est allé un peu fort, hein. C'est vrai, les services de l'État, à la fois sur le PSMV et sur la maison de Pierre Loti, mais également sur ce sujet-là, parce que nous, on a demandé à réfléchir à ce qu'on continue de pouvoir aménager les rives de l'estuaire avec de l'habitat modulable, c'est-à-dire que l'économie productive, donc les entreprises pouvaient avoir des bureaux et des entrepôts qu'on pouvait éventuellement moduler en fonction de la montée des eaux à l'échelle de 30 à 50 ans, mais également sur la question de l'habitat. Donc on avait carrément nous demandé à l'État de faire sauter les zones grises zones grises et noires, que nous avions connu après Xynthia, qui s'était tenue en 2010, puisque nous avons vécu aussi 2 grandes tempêtes, celle de 99 et celle de 2010. Et le 3e point, le 3e dossier que je voulais évoquer, qui a été porté par 2 présidents de département et 2 sénateurs qui étaient, je dis qui étaient pour le président Madrel parce qu'il est décédé, président de la Gironde, et le président Belot, qui lui est toujours président de la communauté de Haute-Saintonge et qui était président du département de la Charente-Maritime, qui a répondu en fait toujours à la question du bassin de vie, qui était que l'estuaire de la Gironde, de par sa position au Cambium, de par le conflit d'usage entre la Gironde et la Charente-Maritime sur la pêche, sur la navigation et sur la manière dont on travaillait les rives de Charente, de l'estuaire de la Gironde, pardon, il se trouvait que la population commençait à quitter les rives de l'estuaire de la Gironde, des 2 côtés,
ce qui occasionnait quand même pour la puissance publique et les collectivités territoriales d'autres sujets. Ça voulait dire que les gens remontaient sur les zones urbaines avec ce qu'on connaît de difficultés et d'incohérences de construction et d'étalement urbain, mais ça voulait dire aussi une moindre préservation des risques de dévitalisation agricole, de déprise paysagère, comment dirais-je, d'animaux nuisibles, entre guillemets, qui de fait se développaient. Donc on lançait un projet qui a consisté à la création d'un SAGE en 2000, d'un SAGE, ça vous parle, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ensuite d'un SDAGE, schéma de développement durable de l'estuaire de la Gironde, en mobilisant sur les deux rives à la fois les collectivités territoriales que sont le département de la Charente-Maritime, la Gironde, mais également à l'époque les deux régions, la Nouvelle-Aquitaine et bien évidemment Feu, Poitou-Charentes, sur la revitalisation complète et la remise, comment dirais-je, en vie, ne serait-ce que déjà pour maintenir les services publics sur les deux rives, pour que les gens ne partent plus du service public avec les écoles, redévelopper également une agriculture et une viticulture, puisque nous sommes sur des bassins viticoles extrêmement importants, renaturer l'estuaire de la Gironde avec la réintroduction dans le cadre des plans européens sur l'esturgeon notamment. Et puis l'autre chose qui s'est invitée, et là c'est la faute de l'État si on s'y est collé, mais en même temps, ça a été encore une fois une opportunité. Le petit grain de sable dont je parlais, c'est que l'État, considérant que les phares étaient électrifiés, puisque nous avons une magnifique lentille de Fresnay sur le phare de Cordon, a considéré qu'il ne maintenait plus les gardiens au phare de Cordon. Je vous explique même pas. 2 jours après, les gardiens étaient réveillés par des coups de massue dans la ceinture de protection de Cordon, parce que pour eux, il n'y avait plus de gardiens. Donc, en fait, un phare qui a été créé il y a plus de 400 ans, vous imaginez bien que sur le marché de la revitalisation et des matériaux à la revente, ce qui scellait la ceinture et le prix émotionnel et patrimonial de la pierre intéressait beaucoup de gens. Donc là, les collectivités se sont dit « Ouh là là, non, ça ne va pas être possible, ça. On ne va pas pouvoir laisser le phare vide. » D'autant qu'il y avait un bassin économique touristique, bien évidemment, sur la navigation. Il y avait tout un bassin de vie, mais également un bassin économique non négligeable. Et il nous a paru très intéressant à un moment donné de dire bon, c'est pas grave, hein, on va se lancer dans la candidature UNESCO du phare de Cordouan. Et là, c'est vrai que c'était un peu ma casquette de technicienne. Je me souviens de la tête des élus qui nous ont regardés. Non, mais vous êtes fous. Alors, comme ce n'était que des femmes à cette époque-là, nous leur avons répondu non, nous sommes folles, vous avez raison, mais on va y arriver. Et effectivement, nous y sommes parvenus. Et nous y sommes tellement bien parvenus que. Ça a pris du temps, évidemment. Tout ça pour vous dire que sur le principe, le phare de Cordon est arrivé notamment dans cette émission publique portée par, encore une fois, notre ami Stéphane Bern. Deuxième édifice préféré des Français, mais ça vaut par sa qualité en fait et son espace maritime, parce qu'en fait ce qui lie tous ces projets, c'est que certes le plus emblématique en termes maritimes, puisqu'il est au milieu de la mer et à l'entrée d'un des plus grands estuaires d'Europe, c'est que qu'on vive le maritime en littérature ou en métaphore ou en imaginaire ou en philosophie, ou qu'on la vive vraiment parce qu'on vit au bord de l'eau ou qu'on va voir un édifice maritime, qu'il soit classé ou pas, ma foi, je crois que ça vaut le coup qu'on perde 10 à 20 ans, puisque c'est à peu près le tempo, le pas du temps pour ces 3 projets. Très bien, merci beaucoup. C'est une très belle conclusion. Donc je vais donner la parole à... Alors c'est intéressant parce qu'on a vu le patrimoine trait d'union entre 2 rives, entre des populations, le patrimoine support de revitalisation. Là, on va arriver au patrimoine plutôt pour... alors vous allez nous dire, hein, mais plutôt comme support d'éducation, sensibilisation, médiation. Donc vous avez une formation d'histoire de l'art, notamment à l'école du Louvre. Vous avez été
Vous avez eu des missions d'éducation de jeunes publics. Aujourd'hui, vous êtes responsable du pays d'art et d'histoire du Golfe du Morbihan, après avoir occupé cette fonction à Lorient. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous faites en termes notamment de médiation ? Alors, je vais vous parler bonjour. Je vais vous parler d'une action, enfin d'une grosse opération de médiation autour d'une exposition. Alors, hop, je vais partir dans l'autre sens plutôt. Voilà, autour d'une exposition sur les moulins à marée. Voilà, donc à partir justement d'un patrimoine maritime, d'un objet de patrimoine maritime assez identitaire pour le. Alors, c'est le pays d'art et d'histoire de Vannes agglomération Golfe du Morbihan, mais c'est de la petite mer au pays vert, en fait. Alors là, j'ai laissé dire Golfe du Morbihan, puisque de toute façon, là, on va s'occuper du sud du territoire. Mais l'enjeu de ce pays d'art et d'histoire, c'est quand même de faire le lien depuis Brandivy, Colpo, Elvin, et jusqu'à la presqu'île Sarzeau-Arzon, etc. Donc, les moulins à marée, c'est un objet patrimonial qui est extrêmement intéressant pour le territoire du Golfe du Morbihan, puisqu'il y a une concentration de moulins à marée assez exceptionnelle sur ce territoire-là, qui est complètement lié au paysage et à la composition de ce paysage, à la géologie, etc. Enfin, on va pas revenir sur... et ce qui m'intéressait aussi pour vous présenter ce projet-là, ce projet de médiation plus global, c'est bien sûr de commencer par dire qu'on était sur un projet qui était mené en partenariat extrêmement étroit avec le PNR, puisqu'on s'est appuyé sur l'opération d'inventaire du PNR. Donc, on est bien parti sur ce socle de connaissances que nous permettait d'avoir le PNR. Et c'est à partir de la première opération qu'on fait sur une opération de médiation comme ça, quand on construit une exposition, c'est d'abord une montée en compétences, on va dire, de l'ensemble de l'équipe du Pays d'art et d'histoire. Alors, on est 12 au Pays d'art et d'histoire, 4 guides conférenciers, des médiateurs, mais aussi une assistante administrative. Et c'est toute l'équipe qui va monter en compétences autour d'un sujet qui est les moulins à marée. Et une fois qu'on a fait monter toute cette équipe en compétences, eh bien, on va pouvoir transmettre, partager, plus que transmettre, je dirais partager cette compétence. Donc, c'est une exposition qu'on a ouverte au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Alors, les centres d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, à Limur, le nôtre est à Limur, pas très loin d'ici, 31 rue Thiers. Ce sont les équipements des villes et pays d'art et d'histoire. Donc, c'est des lieux. Alors, aujourd'hui, vraiment, la volonté du ministère, c'est que ce soit bien plus des tiers-lieux, des lieux de la maison du projet, etc., que des lieux c'est en aucun cas des lieux muséifiés, et j'ai rien du tout contre les musées, mais on est sur des lieux qui dépassent complètement l'objet de collection. On est beaucoup plus sur des lieux de partage, de dialogue, d'échange, de rencontres. Et non, je suis repartie, non, je vais y arriver. Voilà. Donc, l'exposition a été présentée d'avril jusqu'à fin septembre. On a comme ça deux temporalités en fait dans les expositions. Il y en a une d'hiver qui est davantage tournée vers des sujets d'urbanisme, des réflexions sur une architecture plus moderne et plus contemporaine, et une exposition estivale qui s'accroche davantage à un élément patrimonial fort, moulin à marée là en l'occurrence. Quand on démarre une exposition en avril, ça veut dire que le travail de médiation et de transmission, il a en fait démarré depuis plusieurs années. En réalité, le travail de connaissance mené avec le PNR, il a débuté depuis plusieurs années. Le travail d'assimilation de ces connaissances, lui aussi, se mène depuis déjà plusieurs mois au niveau de l'équipe. Donc l'ouverture d'une exposition, on est déjà dans la 3e ou 4e phase de médiation en réalité. Voilà. Donc, on a travaillé le choix pour travailler sur de la médiation et travailler sur la médiation la plus large, le choix a été fait de privilégier vraiment l'image et le dessin et la qualité de l'image. Et le dessin que vous voyez là, on a travaillé avec des graphistes qu'on a choisis pour la qualité du dessin. Et donc cette
possibilité, à travers le dessin, d'en faire aussi une forme de médiation pour pouvoir toucher au plus près les populations et une population le plus large possible. Donc depuis les enfants on va travailler avec des EHPAD, on va travailler avec des populations qui vont être sensibles aussi à la qualité d'un dessin et à la qualité graphique aussi d'un croquis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'objet de base de médiation. Donc dans ces expositions-là, le premier sujet de médiation, pour faire passer des sujets qui sont un peu techniques, qui sont un peu scientifiques, qui sont un peu... À travers cette exposition-là, on aborde évidemment les marées, on aborde le rythme des marées, on aborde toutes les questions d'énergie, d'évolution de l'énergie. On aborde les questions aussi d'évolution du trait de côte, donc de disparition, donc de modification du paysage et de disparition de certaines formes de patrimoine. Alors, voilà, la dernière salle de notre exposition, c'était vraiment travailler sur ces dessins-là et montrer comment tout doucement, comment l'apparition d'un moulin à marée avait transformé le paysage et comment la disparition tout doucement du moulin à marée retransformera le paysage si ça advient. C'est aussi se projeter dans un... Et toutes ces expositions reposent aussi, alors vous le voyez un tout petit peu sur l'image là, je vous montrerai un petit peu plus peut-être sur une autre. Toutes ces expositions reposent sur de la manipulation, de l'expérimentation, c'est-à-dire que pour que le travail de médiation soit un travail d'appropriation, de co-construction du savoir. Voilà, c'est assez classique comme démarche, mais il faut que ce soit au cœur de l'exposition, avec des dispositifs au cœur de l'exposition pour que ça fonctionne. Donc, en amont de l'exposition, un travail de sensibilisation, un travail de montée en compétence de l'équipe. On a travaillé aussi avec Cube, qui était tout à l'heure, c'est-à-dire pour travailler sur un documentaire aussi, donc un travail de collecte aussi de témoignages. Autour de l'exposition, donc un travail avec les artistes aussi, vous voyez en bas une très belle gravure réalisée par Ronan Pincemain, qui est une interprétation, là aussi, systématiquement dans ces expositions-là, on travaille avec un artiste qui va proposer une interprétation du territoire, donc redessiner le territoire avec le prisme de l'exposition, du sujet de l'exposition, et avec son regard d'artiste aussi. Là aussi, ça nous permet de croiser les regards, de diffuser un peu plus loin aussi les connaissances à travers un objet artistique qui va se diffuser. Ça veut dire aussi travailler avec les enfants ou avec les familles autour de cette approche du dessin et de l'approche artistique. Et vous voyez, là on est dans la cour, sur la photo, on est dans la cour de l'hôtel de Lémur. L'approche, on a élargi le thème, mais en restant sur notre patrimoine maritime, avec une approche autour des bateaux et des panneaux d'intérêt patrimonial dans la cour de l'hôtel de Lémur pour faire une entrée. Voilà. Donc, une saison autour du patrimoine des moulins à marée, ça veut dire une saison petits découvreurs. Les petits découvreurs sont des ateliers qu'on propose pour les enfants en dehors des périodes scolaires. Donc, alors là, j'ai mis cette photo-là puisque c'est la maquette du PNR. Donc, voilà. Donc, petit travail de reconstitution de maquette à travers le PNR. On a travaillé avec les petits débrouillards. Là, l'idée est de vous montrer un petit peu l'écosystème qui se construit autour d'une exposition. C'est-à-dire que sur des thématiques comme ça, on va travailler avec les petits débrouillards, on va les travailler par exemple avec Eau et Rivière, on va les travailler avec un certain nombre d'acteurs tout autour qu'on va fédérer. Et je redis exactement ce qui se dit depuis ce matin, mais on va fédérer tout un écosystème et un réseau d'acteurs qui fait qu'on va être beaucoup plus efficace dans la diffusion des connaissances. Parce que l'objectif quand même de base là-dedans, c'est bien de diffuser ces connaissances acquises autour des moulins à marée. Je suis presque dans les temps. C'est aussi une programmation. Donc là, vous aviez j'avais mis l'accent sur 2 ateliers, l'atelier pour les petits et l'atelier pour les plus grands. L'atelier pour les plus grands, on s'appuie aussi sur cette thématique de patrimoine maritime pour tirer sur tout ce qui est un océan de défis, c'est pour tirer sur tout ce qui est problématique actuelle et enjeu actuel. C'est-à-dire qu'on va parler d'énergie, on va parler de la quête d'énergie aujourd'hui, on va parler de réutilisation, on va parler tout ce qui va nous permettre de tirer sur des enjeux actuels et de ne pas rester simplement dans une contemplation, on va dire, patrimoniale.
Donc, autour de cette... donc c'est aussi toute une programmation estivale. Donc là, vous retrouvez notre petite plaquette de programmation de l'été. Et on va travailler à la fois sur des visites qui sont des visites qui vont être assez techniques, assez... voilà. Et puis sur des visites qui vont faire appel à l'imaginaire. Donc là, on a la balade contée avec un conteur qui est Gabriel Tamalet, qui part de ce patrimoine qu'on a sous les yeux et qui, à partir de ce patrimoine, crée, construit des contes. Donc là, on va pouvoir cette fois-ci distiller. Alors tout ça à chaque fois avec un corpus scientifique et un contenu scientifique qui est toujours présent. Hein. C'est-à-dire on raconte plein d'histoires, mais à l'intérieur de ces histoires-là, on fait passer toutes sortes d'informations très concrètes, qui reposent sur les recherches qui ont été faites avec le PNR et qu'on a accompagné dans pour pouvoir diffuser, divulguer, etc. Donc les balades contées avec Gabriel Tamalet, des randos patrimoine, parce que les randos patrimoine, ça marche très très bien. On marche pendant 2h30 et au cours de la balade, il y a pas mal d'informations aussi. Puis une rando, ça permet de passer sur des lieux un peu plus éloignés et d'avoir une diversité de patrimoine maritime sur un même territoire. Et puis la conférence, donc le monsieur qu'on avait vu tout à l'heure qui disait qu'on pouvait tout à fait réutiliser les moulins à marée pour faire de l'énergie, on l'a eu en conférence en clôture en fait de cette saison. Et Erwan Sony qui est venu pour nous faire une conférence effectivement sur les moulins à marée. Donc, vous voyez quelque chose avec des niveaux en fait de lecture, toujours une exigence assez forte en termes de contenu, mais des niveaux de lecture et des niveaux de diffusion assez très diversifiés, le plus diversifiés possible. Voilà, je finis sur cette image-là. Donc, en partenariat, les visites s'appuient. On est un pays d'arrêt d'histoire, donc des visites s'appuient sur des médiateurs qui travaillent au niveau du centre d'interprétation, des guides conférenciers qui sont les guides conférenciers agréés par le ministère avec une carte, etc. Mais aussi, on s'appuie sur des partenaires, donc visite biodiversité, notamment qu'on peut faire avec le PNR ou avec d'autres partenaires, et on s'appuie énormément, j'en profite puisque vous êtes en face de moi dans la salle, on s'appuie également énormément sur des associations qui vont avoir une approche extrêmement fine et une connaissance très fine d'un patrimoine souvent assez localisé, mais nous, ça va être extrêmement intéressant pour nous de pouvoir donner une contextualisation, mais sans nous avoir la possibilité d'aller aussi finement dans la connaissance qu'une association, qu'un particulier qui a cette connaissance vraiment très fine du territoire. Donc voilà, c'est ces enjeux-là et ce travail de réseau et ce travail de fédération avec des niveaux de lecture très locaux, très fins, mais extrêmement pointus, un regard plus extérieur, un regard artistique, une approche ludique. Voilà, c'est en fait en croisant l'ensemble de ces éléments-là sur une saison qu'on va réussir à faire avancer la connaissance et surtout donner envie de porter attention à ce patrimoine sur un territoire donné. Donc on touche à la fois des locaux, on touche aussi des touristes, là sur une saison estivale, et c'est important. On touche beaucoup des nouveaux venus qui vont prêter l'oreille, etc. Et puis des professionnels aussi qui vont être intéressés par différents aspects de la démarche. Je ne parle pas de l'inventaire parce que... Voilà. Très bien, merci beaucoup. On a balayé une gamme d'actions très complémentaires. Oui. Ah oui. Allez-y très rapidement. C'est très intéressant, j'adore ce j'ai oublié d'évoquer la question des bunkers, parce qu'en Charente-Maritime et dans le golfe du Morbihan, on a une grosse similitude. Le département de la Charente-Maritime a mis en place, il y a 25 ans, un service archéologie, ce qui était assez précurseur de ce point de vue-là, et a notamment, et fort récemment, sur proposition d'un des archéologues, puisque Royan notamment a été bombardé à 80% au moment de la libération, a développé, et nous avons eu l'habilitation notamment sur l'archéologie contemporaine, à savoir tout le travail
d'inventaire, ça va de soi, mais également la question de l'appropriation ou pas des bunkers, on les laisse partir, on ne les laisse pas partir, et puis surtout l'histoire, et les petites et les grandes histoires qui tournaient autour, et une présentation de ces projets dans le cadre du SIAP de Royan, de fait, avec une présentation aux habitants de la question du bunker. Et j'entends qu'on a qu'il y a les mêmes interrogations entre le négatif, le positif, et de fait, ça permet d'embarquer un peu différemment, mais bien évidemment, même si c'est sur l'île de Ré qu'on a tourné le plus grand film de guerre. Très bien, merci beaucoup. Donc, je propose d'ouvrir aux questions de la salle. En attendant que quelqu'un attrape un micro, j'en profite pour vous poser une question. Je me posais la question, la médiation, ça permet de faire connaître le patrimoine à des jeunes publics, mais aussi à un tas de personnes. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça a justement sur les prises d'initiative ? Et après, finalement, est-ce que ça motive les gens pour agir d'une façon ou d'une autre ? Alors, on n'a pas des outils d'évaluation très... Mais oui, bien sûr, ça motive. On peut prendre... Ça motive... Alors, je ne vais pas forcément reprendre là le moulin à marée. Quand vous faites visiter une maison, on a fait par exemple un parcours sur l'île d'Ar avec des architectes femmes et des projets de réhabilitation, de restauration ou de construction neuve, etc. On a un groupe d'une 40aine de personnes. À l'intérieur de ce groupe-là, vous avez 2-3 personnes qui ont justement un projet de restauration, de réhabilitation, etc. Et voilà, en fait, c'est un cercle vertueux qui amène... on n'est pas sur des volumes, on ne va pas d'un seul coup convertir 100 000 personnes, etc. Mais c'est par ricochet un cercle vertueux où on vient se renseigner, ça commence à faire son chemin, et puis voilà. Et en fait, ce qu'on souhaite à travers ces démarches-là, c'est développer l'attention et la curiosité. Et c'est ça, en fait. Et ne pas être indifférent à l'autre et à ce qui nous entoure, et au vivant d'une manière générale. Et la médiation, elle est extrêmement efficace dans ce domaine-là, surtout quand la démarche est active. C'est-à-dire quand vous êtes déjà partie prenante de la médiation, donc ça fait son chemin, et à ce moment-là, l'attention se poursuit. Très bien, parfait. Ce qu'on appelle la communication engageante dans la recherche. Bon, je pense qu'il faut que... Voilà, on va passer à la table ronde suivante. En tout cas, merci beaucoup. Je trouvais ça très complémentaire, avec des expériences très diverses. Merci.